On enchaîne nos sujets par l'autre présentation qui sera présentée par notre cher professeur Chaki, professeur en infectieuse à Casablanca, qui va nous présenter la prise en charge des didymères et CRP élevés. Merci professeur. Merci beaucoup Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre régional, chers amis, salam alaikum. Donc, je suis très heureux et content d'être avec vous ce matin pour vous parler de quelque chose que vous avez manipulé pendant longtemps cette année. Parce que vous avez eu à gérer beaucoup de malades ayant la Covid. Et puis, vous allez voir que ce n'est pas seulement pour la Covid. À la limite, les didymères et les CRP, c'était à la base prévu pour aussi d'autres maladies. Alors, qu'est-ce que c'est les didymères et la CRP? Donc, essentiellement les didymères, parce que la CRP c'est une autre affaire. La didymère fait partie de ce qu'on appelle des biomarqueurs. Alors, les biomarqueurs, il y a deux grands types de biomarqueurs, c'est-à-dire ce sont des choses qu'on dose dans le sang et avec lesquelles on peut faire deux choses qui sont capitales en médecine, soit porter un diagnostic, faire un diagnostic, soit faire un pronostic. Et surtout ici, le pronostic, comme vous l'avez vécu avec nous, c'est au-delà d'un certain chiffre de didymères, dire que ce malade qui a la Covid risque de mourir. Maintenant, c'est confirmé. Quand une personne a 5000, 6000 didymères, il y a un risque de mortalité qui devient très important. Alors, on va commencer par les didymères. Qu'est-ce que c'est à la base des didymères? Alors, les didymères, c'est ce que vous voyez en bas. C'est le résultat d'une chaîne. Alors, c'est le résultat d'une chaîne où il y a une dégradation de la fibrine sous l'action de la thrombine et de plasmine et du facteur 13. Et en fait, on part, si vous voulez, de la fibrine, et puis après, la fibrine elle est dégradée, comme vous voyez ici, en polymère. Le facteur 13, il intervient. On a de la plasmine qui intervient dans un deuxième temps, et on a la dégradation, on arrive au didymère. Alors, dimères, parce que dans cette réaction, on a les dimères, on a les trimères, etc. Mais on a retenu les dimères parce que tout simplement, ils sont plus faciles à doser, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de la biochimie. Ce qui est encore plus important, c'est que dans cette réaction est peut-être initiée par un problème au niveau d'un vaisseau. C'est-à-dire que c'est un vaisseau qui est abîmé. C'est ce que se passe effectivement dans la Covid. Le virus, il va inflammer l'artère ou la veine, parce qu'il fait les deux. Donc on aura une endothélyte, et cette endothélyte va initier la cascade de la coagulation, et par conséquent, on va se retrouver avec des dimères. Donc de l'autre côté, ça veut dire que si on trouve des dimères élevés, il y a quelque chose qui se passe au niveau de vaisseau, et surtout, il y a quelque chose qui se passe dans, si vous voulez, la coagulation. Alors, deuxième chose qui est très importante, pour ne pas juste rattacher cette histoire de didymères à la Covid, c'est qu'ils sont très utilisés dans beaucoup de domaines, et notamment dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire et dans les thromboses, par exemple, des veines. Alors, mais il y a une particularité qui existait avant même la Covid. Comment on diagnostiquait l'embolie pulmonaire? On se basait essentiellement sur des éléments cliniques. Et à partir de ces éléments cliniques, on obtient une probabilité diagnostique. Par exemple, quelqu'un qui a un cancer, qui est alité, on dit qu'il a 2 ou 3 facteurs, etc. Je vais vous montrer les scores. Hein. Alors, et on dit que peut-être, parce qu'il fait soit une douleur thoracique, soit une désaturation, il est en train de faire une embolie pulmonaire. Donc, à partir de la clinique. Et ces éléments cliniques, ils vont donner une probabilité clinique qui peut être scindée en 3 parties. Soit la probabilité est faible, elle est moyenne ou elle est forte. Et c'est la base de tout le raisonnement. Alors justement, pour arriver à cette probabilité clinique et la catégoriser en faible, moyenne ou forte, on a besoin de scores. Les réanimateurs et les urgentistes, dans la mesure où ces éléments cliniques se font chez, si vous voulez, cette probabilité elle est calculée chez des malades qui arrivent aux urgences, ils ont élaboré des scores.
Donc, je vous donne juste les 2 scores qui sont les plus utilisés, sur lesquels il y a un consensus international, et le score de Wells. Par exemple, vous avez déjà les facteurs prédisposants: un malade qui a une paralysie, immobilisation, plâtre, chirurgie récente, moins de 4 semaines, alitement récent, plus de 3 jours, cancer évolutif. Donc déjà chez malade, je pense et je vérifie s'il y a d'autres éléments. S'il a une sensibilité au niveau d'un trajet profond, s'il a un œdème généralisé du membre inférieur, s'il a un œdème du mollet supérieur à 3 cm, un œdème qui prend le godet, aussi il a développé une circulation collatérale superficielle, donc j'ai mes éléments cliniques. À ce moment-là, je donne un point pour chaque élément. Et quand j'ai moins de 0, c'est faible. Quand j'ai, par rapport à le total de ces éléments, 1 ou 2, c'est intermédiaire. Supérieur à 3, c'est fort. Voilà, c'est à partir de là. Deuxième score qui est utilisé, c'est le score. Alors, donc c'est toujours le score de Wells. Donc ça c'est. Alors maintenant, voilà, deuxième qui est utilisé, je peux vous le dire tout de suite, comme ça on est débarrassé, c'est le score de Genève révisé. Qu'est-ce que c'est le score de Genève révisé? Quand la personne est âgée de plus de 65 ans, antécédent documenté de thrombose veineuse périphérique, d'embolie pulmonaire, chirurgie fracture en cours, cancer actif. Et j'examine le malade, soit il a une douleur spontanée du mollet, hémoptysie, fréquence cardiaque supérieure à 95, douleur à la palpation profonde, je donne des points en fonction de chaque élément, je fais le total. Si j'ai entre 0 et 3, donc c'est faible. Si j'ai 4 à 10, donc c'est intermédiaire. Si j'ai supérieur à 11, c'est forte. Donc vous voyez que c'est très important. Donc vous n'avez besoin ni d'examen, ni rien du tout. C'est juste l'interrogatoire et l'examen clinique du malade. Vous n'avez pas besoin d'examen complémentaire. À partir de là, donc, je calcule mes scores et je vais être soit dans le faible, intermédiaire ou forte. Et on peut utiliser à ce moment-là les didymères en fonction du score. Quand j'ai un score de probabilité clinique faible ou modéré, je complète par les didymères. Ça, c'est important. Alors voilà, donc grosso modo, probabilité de test, donc faible, intermédiaire, je fais les didymères. Si les didymères sont négatifs, j'arrête les explorations. Je fais ni scanner, ni rien du tout. Parce que quand on fait à ce niveau-là, les didymères ils sont négatifs, on peut estimer qu'on a écarté l'embolie pulmonaire et la thrombose. Je voulais, c'est 30 à 50% des patients non hospitalisés. Alors, deuxièmement, si les didymères sont positifs, je complète les explorations, soit par un scanner, soit par une scintigraphie ou par une échographie. On va voir ça par la suite. Alors maintenant, comment je peux utiliser les didymères? Ça, c'était pour le diagnostic. Hein. Deuxièmement, comment je peux utiliser les didymères pour évaluer les risques de récidive? Parce que de grandes questions qui vous étaient posées pendant la Covid, c'est que je traite mon malade. À quel moment je dois arrêter les anticoagulants? Est-ce qu'il n'a pas un risque de récidiver au moment ou après, 1 semaine, 2 semaines après l'arrêt des anticoagulants? Donc, il y a plein d'études qui sont intéressées à cette question pour évaluer l'impact de dosage des didymères sur le risque de récidive thromboembolique. Alors, la chose qui est retenue actuellement, c'est qu'on ne peut pas prévoir à 100%. Mais par contre, quand on arrête les anticoagulants et on contrôle les didymères 1 semaine, 10 jours après, c'est encore normal, on peut s'assurer qu'il n'y a pas de risque de récidive. S'assurer, hein, pas être à 100%. Mais quand ils sont augmentés, là, on est sûr à 100% qu'il y a un risque. Il faut reprendre, c'est-à-dire qu'on a arrêté très tôt l'anticoagulation. Voilà, donc ça, c'est la même chose, hein, ce que j'ai dit. Sauf qu'ici, donc, il y a la scintigraphie, l'angioscanner, mais je crois que c'est un peu spécialisé. Alors, le délai, donc j'ai parlé du délai, donc il n'y a pas de souci. Alors maintenant, pour l'angioscanner, parce que c'est important quand même de discuter l'angioscanner. Moi, j'estime franchement qu'on a beaucoup inquiété nos malades pendant les 2 années avec les scanners. Il y a eu beaucoup de traumatismes psychiques. Je ne parle même pas d'effets d'irradiation, etc. Le scanner, vous avez 50%, 30% et les gens sont inquiets, d'une part. Et d'autre part, on a exposé parfois les gens à des risques d'allergie sévère. Parce que vous savez, quand vous injectez, quand même, si la personne est allergique, on peut avoir des problèmes.
Donc c'est pourquoi il faut aller tout doucement. Il y a une situation très particulière. Quand vous avez un malade qui arrive dans votre cabinet, vous identifiez rapidement qu'il a une embolie, une thrombose, mais surtout l'embolie, mais vous mesurez la tension artérielle et vous vous retrouvez avec un patient instable, soit qu'il est en train de faire un choc, soit qu'il est en hypotension artérielle. Là, il faut faire très attention parce que là, ce qui est conseillé, c'est qu'il faut le traiter immédiatement. Vous n'allez pas vous amuser à faire les dimères, à attendre des résultats, etc., etc. Alors là, par exemple, ici, il y a deux situations. Soit que le malade est transportable, et à ce moment-là, vous l'envoyez directement en réanimation, en prenant la précaution de téléphoner auparavant au réanimateur pour lui dire que vous allez recevoir incessamment, dans les 15 minutes. Normalement, on dit qu'il ne faut jamais dépasser 4 heures pour la gestion d'une embolie pulmonaire. Donc, dans les 15 minutes, 30 minutes, un malade, tel ou tel, etc., qui a telle ou telle chose. Comme ça, il se prépare pour lui. Donc, ce malade, en général, quand vous avez la possibilité, donc quand vous êtes dans une clinique, vous pouvez lui faire immédiatement une échocardiographie quand il n'est pas transportable. C'est la deuxième situation. Quand il n'est pas transportable, on ne va pas s'amuser à l'aggraver par le transport, l'envoi vers une structure de radiologie. Alors, ce qui est conseillé dans les recommandations européennes, c'est qu'il faut bien prendre la précaution d'hospitaliser d'emblée le malade dans une unité où il y a l'angioscanner, il y a l'échographie cardiaque, il y a tout ce qu'il faut, la scintigraphie, tout ce qu'il faut pour évaluer le patient. C'est très important. Et on a pas mal de cliniques, soit qu'ils sont dotés de suffisamment de matériel, soit qu'ils sont juste à côté d'un cabinet de radiologie. Voilà. Donc ça, on passe, donc je l'ai déjà expliqué. Oui, je voulais vous attirer votre attention que les didymères ne sont pas, si vous voulez, n'ont pas été utilisés pour la première fois pour le corona. Nous, on les utilisait par exemple dans les pneumopathies bactériennes banales. Mais bien sûr, chez les malades graves, ce ne sont pas les pneumopathies que vous voyez tous les jours, mais dans les pneumopathies bactériennes graves, donc quand le malade est grave, on faisait le didymère et on l'utilisait comme ce que vous faites actuellement. Donc nous, on avait en général aux alentours de 2500. Quand la personne a du dimère plus de 2500, donc on dit que c'est quelque chose de très grave, il faut envoyer le malade en réanimation. Alors, la quatrième question, est-ce que le didymère ne sont qu'un traducteur, qu'un élément d'un biomarqueur de la thrombose? Non, parce qu'il peut être élevé dans d'autres situations. Donc, il y a la thrombose, c'est vrai, dans toutes ses formes, même dans les microthromboses, ce que vous avez vécu avec nous, il y a des malades, on ne trouve pas l'embolie pulmonaire, mais les radiologues, ils nous disent qu'il y a des choses en périphérie. Ça veut dire qu'il y a des microthromboses en périphérie, et ça, il faut le tenir en compte. Dans les CVD, dans les thromboses des cathéters, des pacemakers, des valves artificielles, mais aussi dans la fibrillation auriculaire, dans les anévrismes, dans l'insuffisance cardiaque, dans les pneumonies de sepsis, je viens de le dire, mais aussi en gynécologie, dans la pré-éclampsie. Sont utilisés les didymères dans le HELLP syndrome et sont même été utilisés dans l'Alzheimer et dans la drépanocytose. Voilà, donc c'est la même chose. Voilà. Alors, il faut faire très attention quand vous dosez les didymères, parce que si le malade vient une semaine, 4 jours, etc., après, vous risquez d'avoir une baisse des didymères. Donc, il faut faire attention. Il faut toujours dater le début des symptômes. Donc, ce que m'écrit, c'est une corrélation inverse entre la durée d'évolution des symptômes et le délai de test fait du didymère. C'est très important. Parce que, comme vous le savez certainement, le pic, c'est 48 heures après le début du symptôme. Si quelqu'un il dit non, c'est pas grave, ça peut exister. Hein. Moi, je crois qu'hier, je vous ai raconté l'histoire de médecin qui est resté une semaine chez lui avec dyspnée de repos. Et puis il s'est dit, voilà, c'est un Covid lent, etc. Alors, jusqu'à ce qu'un médecin lui dise, non, il faut faire un angioscanner. C'était une embolie pulmonaire. Et il est hospitalisé actuellement pour embolie pulmonaire. Donc là, il faut faire très attention. Alors, pour la Covid, donc, j'ai expliqué, mais je vais passer rapidement, c'est l'endothéliite, donc, parce que le virus, il a un tropisme vasculaire, il attaque la cellule endothéliale, il va se fixer, il va activer la coagulation. Bien sûr, il aura un effet direct
antiviral en fait, puis il y aura un effet indirect par l'intermédiaire de l'inflammation. Comme il va activer l'interleukine 1, 2, 6, 7, etc., le TNF facteur, surtout alpha, donc ces éléments ils vont activer la coagulation et par conséquent on aura deux facteurs, c'est pourquoi vous avez vu avec nous beaucoup de cas malheureusement d'embolie chez les malades qui ont la Covid. Voilà, grosso modo, c'est ça ce qui se passe. Donc, il y a une action directe, puis après une activation des plaquettes, il y a une activation de beaucoup d'éléments de la coagulation, et on finit par avoir beaucoup de dimères qui sont circulants. Alors maintenant, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour des dimères de 500? Je ne crois pas chez un malade qui a la Covid. Vous avez vu avec nous, et je crois qu'on a répondu souvent à cette question, c'est à partir de 3000. Bien sûr, à partir de 1500, il faut bien surveiller le malade. Il faut peut-être le mettre sous anticoagulant prophylactique. Mais à partir de 3000, à ce moment-là, quand ça dépasse 3000, il faut faire un angioscanner. Et puis après, il faut commencer le traitement si on ne peut pas faire immédiatement l'angioscanner. Il faut faire très attention chez les femmes enceintes, parce que la femme enceinte, la grossesse en fait, élève physiologiquement le dimère au cours du 3e trimestre, et chez les drépanocytaires, parce que les drépanocytaires, vous savez, ils font beaucoup de crises veno-occlusives, donc ils peuvent aussi avoir une élévation de... Chez le sujet âgé, ça aussi c'était quelque chose que j'ai répondu à beaucoup de questions pendant ces 2 années. Chez le sujet âgé, il faut faire très attention, il ne faut pas retenir les chiffres du laboratoire. En général, il faut prendre l'âge du patient, le multiplier par 10, et c'est ça le chiffre normal. Quand vous avez une personne de 75 ans, c'est 750, c'est pas 500. 80, c'est 800, et à partir de là, vous allez raisonner à partir de là par rapport au dimère. Alors, on passe rapidement à la C-réactive protéine. Donc, vous le savez très bien, c'est une bêta-globuline, c'est une protéine de la phase aiguë de l'inflammation, qui est synthétisée par l'hépatocyte qui précipite en présence de polysaccharides C type pneumocoque. C'est pourquoi il y a le C-réactive protéine. Réactive protéine, ça veut dire que c'est le foie qui réagit à une inflammation ou à une infection, d'accord? Et après par le même mécanisme, comme ce qu'on vient de citer dans l'inflammation avec la Covid, c'est essentiellement par l'interleukine 6, par l'interleukine 1 et par le TNF alpha. Alors c'est, bon, grosso modo, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais passer rapidement à ce schéma qui est magnifique. Donc vous voyez, donc la CRP, elle va se lier avec la phospholine choline, et cette liaison, c'est-à-dire ce complexe, il va activer le complément. Donc finalement, la CRP, ça il faut comprendre, c'est un élément de défense du corps humain. Parce qu'il y a des gens qui veulent réduire et éliminer la CRP. Bon, beaucoup de médecins ils me disent non, il faut baisser la CRP. Non, il ne faut pas baisser la CRP. La CRP, c'est un élément de défense, activation du complément, et vous voyez, elle intervient dans beaucoup de choses, notamment dans ce qu'on appelle la bactériolyse, ça veut dire la phagocytose grosso modo, et surtout dans la préparation de la phagocytose, ce qu'on appelle l'opsonisation, c'est comme la rate. Alors vous voyez, donc là c'est un schéma qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Vous voyez, donc là-bas, vous avez une bactérie, et vous avez les petits points, ce sont la CRP. Donc ils vont la préparer, la bactérie, pour qu'elle soit phagocytée, donc pour qu'elle soit éliminée. Ça, c'est la même chose, c'est juste pour dire qu'on peut avoir de la CRP augmentée dans l'infection, mais on peut avoir aussi de la CRP augmentée dans l'inflammation, tout simplement. Donc, n'importe quelle inflammation peut élever la CRP. Mais quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que la CRP, elle est plus intéressante parce qu'elle a déjà une demi-vie courte de 6 heures et elle augmente rapidement. Donc, à partir de 6 à 8 heures, elle peut atteindre des taux vraiment extraordinaires, 1000, 2000, 30 000, 40 000. Et la chose encore qui est plus intéressante, c'est qu'elle va se normaliser rapidement. Dès que le processus commence à s'estomper, elle va se normaliser rapidement. Et je vais vous montrer ça, si vous voulez, sur une courbe, c'est encore mieux. Vous voyez ça, ce sont les protéines de l'inflammation. Vous avez l'albumine, C3, donc fraction de complément à l'aptoglobine. Le SR, c'est l'AVS. L'AVS, sérum amyloïde et sérétec protéine. Si on enlève tout ce qu'on a besoin, donc on va se retrouver avec CRP et VS. Et vous voyez, donc là, vous avez la CRP qui est en train d'augmenter. Et quand il est en train de baisser, l'AVS est encore en train d'augmenter. C'est pourquoi il est très important dans les infections, dans les inflammations, de doser la CRP et non pas l'AVS. L'AVS, il va nous permettre de faire quelque chose qu'on va voir. Alors, dans les infections virales, la CRP va être normale, ou du moins dans 90% d'infections virales, on a des infections particulières dans lesquelles la CRP peut être augmentée. Mais quand vous trouvez au cours d'une infection une CRP augmentée, pensez en premier lieu à la bactérie.
d'une infection bactérienne. Et notamment méningée, la CRP est très très bien utilisée dans les méningites, dans les pneumopathies par exemple, en sachant que dans les pneumopathies après la guérison, il ne va pas disparaître rapidement. Il peut disparaître plus lentement que dans les autres infections. Ça nous permet aussi, si vous voulez, dans les inflammations, pas dans les infections, d'utiliser la CRP comme un facteur pronostic. C'est-à-dire que vous avez un malade qui a une inflammation, plus la CRP s'élève, ça veut dire que l'inflammation devient sévère. Chez un malade qui a une néoplasie, un cancer, vous le suivez avec la CRP, si la CRP augmente, ça veut dire que le cancer il s'aggrave et peut-être qu'il a des métans. Et l'évolution aussi du Crohn, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, donc, les grossesses et les traitements progestatifs augmentent la CRP. Une intervention chirurgicale, ça il faut faire très attention, surtout dans les infections post-opératoires. Il ne faut pas, le lendemain, 48 heures après, il ne faut pas tenir compte beaucoup de la CRP, parce qu'il va augmenter après l'intervention chirurgicale. Mais si vous avez une infection, bien sûr, il faut faire une cinétique, c'est-à-dire doser la CRP 48 heures après, mais 72 heures après, ou 4 jours, 5 jours après. Dans les infections urinaires, on a aussi une astuce en infectiologie, c'est que quand on doute sur une cystite associée ou non à une pyélonéphrite, on dose la CRP. Quand la CRP est normale, c'est une cystite, c'est une infection urinaire basse. Quand la CRP est élevée, c'est une pyélonéphrite. Même si le malade n'a pas de douleur lombaire, etc., etc. Il faut compléter par un neuroscanner et traiter votre malade, ou traiter. Alors, est-ce qu'on peut coupler l'AVS et la CRP? Je termine avec cette diapo. Oui, c'est très utile. Par exemple, vous pouvez avoir une augmentation de la CRP, de l'AVS, pardon, alors que la CRP ne peut pas augmenter. Quand on a des virus non surinfectés, vous avez une virus, il n'est pas surinfecté par une bactérie, je viens de vous dire que la CRP, elle est normale, vous pouvez vous aider de l'AVS. Et surtout dans les maladies du système, notamment dans les conjonctivites mixtes, c'est quelque chose qu'on utilise de façon extraordinaire dans le lupus et dans la polyarthrite rhumatoïde. Parce que la question qui se pose quand on a de la fièvre, quand on a des symptômes de l'infection, est-ce que c'est une poussée de la maladie ou est-ce que c'est une infection? Alors si vous avez une CRP qui n'est pas augmentée, une VS qui est augmentée, c'est une poussée de la maladie, poussée du lupus, poussée du PR. Mais si vous avez le contraire, donc ça veut dire que c'est une infection. Et ce que j'ai dit après, contrairement à la VS, la CRP n'est pas diminuée aussi par la corticothérapie. Par exemple, au cours d'une maladie de Horton, la corticothérapie diminue, donc elle n'est pas diminuée. Et les ANS. Voilà, je crois que j'ai terminé. S'il y a des questions, sinon on passe à la... Alors, s'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît. Monsieur Ben Haïmoud. Oui, professeur Schley. Oui, alors, moi j'utilise actuellement l'AVS surtout dans les maladies de système. On a une inflammation, mais il n'y a pas d'infection et on sait que c'est un bon élément, enfin, marqueur en fait biologique pour suivre l'inflammation de ces maladies de système. Dans les autres cas en général, il faut mieux utiliser la CRP. Ouais. C'est Ibn Haïmoud? Posez votre question là-bas, je vais la redire ici. Parce qu'on n'a pas de... Alors ça dépend, si la personne fait une inflammation, fait une réaction très importante, oui, on peut avoir une augmentation des didymères. Moi j'ai vu, on m'a envoyé des photos de malades qui ont une rougeur importante ou une inflammation, c'est-à-dire une induration, il y a quand même une inflammation très importante à l'intérieur. Donc ils vont augmenter un petit peu le didymère, mais ils ne vont pas atteindre les 3000 si vous voulez. Non, non, ce n'est pas inquiétant. Non, non, ce qu'on a dit est totalement faux. Je sais à quoi vous faites allusion. C'est-à-dire le vaccin, il va entraîner la même chose, l'aura cytokinique. Non, ça n'existe pas, ça. Oui. À partir de quel taux de dédimère on est en mesure de réduire ou d'arrêter les anticoagulants après un Covid?
Ah non, 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 on surveille pas. Moi, je surveille pas l'évolution et je n'arrête pas sur les dimères. Hein. J'ai pas évoqué cette question parce qu'il n'était pas fait, faisait pas partie de ce qu'on m'a demandé de faire. En fait, il y a toute une discussion maintenant, qui existait avant la discussion, même avant la Covid. Est-ce qu'il faut arrêter au bout de 4 mois? Est-ce qu'il faut arrêter au bout de 2 mois? Bon, il y a un consensus qui dit maintenant qu'il ne faut pas arrêter trop tôt. Normalement, c'est au moins 2 mois, pardon. 2 mois. Moi, c'est ce que je fais en général. Entre la phase aiguë, disons le traitement d'attaque et le traitement d'entretien, et puis je surveille surtout le malade, c'est important. Et le taux ou non? Pardon? Le taux de dédimère. Vous pouvez le refaire, hein. De toute façon vous allez vous rendre compte qu'il va baisser rapidement. Hein. Mais ça dépend de votre malade, parce qu'il y a plusieurs types de malades. Est-ce qu'il y a un terrain ou pas? Voilà, il y a un terrain, mais surtout, je crois que je posais la question dans la Covid. Parce qu'il y a des gens qui, on ne sait pas pourquoi, quand on les traite, ils continuent à faire des petits microthromboses. Et donc là, on va avoir encore une petite élévation. Donc vous allez avoir ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce qu'il nous arrive dans la surveillance des Covid qui traîne pendant 1 mois et demi, 2 mois, il y a des fois des repousses. Vous êtes à peine à 700 et tout ça, et puis vous avez toujours la même symptomatologie. Quand vous reprenez les dédimères, tout s'arrange en 2 semaines. Oui. Avec un taux quand même assez minime, parce que 700 ou 800 en principe. Oui, oui, je confirme, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la dédimère, ce n'est pas seulement un marqueur de l'infection, c'est un marqueur aussi de l'inflammation. Dans la Covid, il y a une inflammation très importante du poumon et qui met du temps à guérir. Donc si vous amusez à stresser le malade avec les dédimères, il va se rendre compte qu'au bout de 3 mois, 4 mois, il a encore des dédimères qui ne sont pas retournés à moins de 500. Moi, je ne le fais pas. Je lui dis, vous allez guérir, si vous voulez refaire, vous faites dans 4 mois. Bien sûr, surveiller, c'est très important cliniquement, parce que si la douleur réapparaît ou si il est dyspnéique, alors qu'on n'avait pas de raison évidente pour la dyspnée, surtout s'il est hypoxique, là quand même il faut penser à refaire l'examen et même à la limite aller jusqu'à l'angioscanner pour ne pas passer à côté d'une embolie pulmonaire dans le post-Covid, parce qu'il existe dans la post-Covid, on l'a discuté hier dans l'atelier. Docteur Kessi. Je voudrais avoir votre avis, professeur, par rapport à... J'ai eu un cas dans la famille qui avait un sujet âgé qui avait un anévrisme, qu'on connaissait, qui était porteur d'un anévrisme avec thrombose. Et il a fait du Covid. J'ai pas entendu. Anévrisme abdominal, de l'aorte abdominale avec thrombose, oui. à 50%. Oui. Il avait fait du Covid, PCR positif, toute la panoplie du bilan en faveur. Donc il a été mis sous traitement, etc. Mais les dédimères, ils ne voulaient pas descendre. Donc par rapport à ce cas, est-ce qu'on va le comptabiliser Covid lent ou là, les dédimères suite aux thromboses oui. Et ça nous a gênés pour arrêter le traitement par rapport à... Ah oui, oui, dans ces cas... Est-ce qu'il y a une limite? C'est-à-dire dédimères, on est parti jusqu'à 6 mois. Et le médecin, parce qu'il y avait un risque d'hémorragie, donc jusqu'à les Covid longs, jusqu'à quelle fréquence il faudra les arrêter, voilà. Alors ça, c'est un grand problème qu'on a au Maroc déjà à la base, parce que vous savez qu'au Maroc, on a beaucoup de B7, et les B7, ils peuvent faire des anévrismes alors qu'ils sont asymptomatiques. Moi, j'ai eu un malade, d'ailleurs, que j'ai géré avec Dr Boutaleb, c'est lui qui l'a sauvé, il est venu dans son cabinet. C'est un type que j'ai suivi pendant 30 ans. B7 calme, examen ophtalmo, rien du tout, et il trouve le moyen pour nous faire, il y a 1 mois, un anévrisme très important, anévrisme de l'aorte abdominale, etc. Et on n'a pu même pas l'opérer. On a confié au professeur Lali, il a ouvert, mais il a trouvé que l'anévrisme est collé aux anses intestinales. Voilà, donc on est en train de régler le problème. Donc ça, c'est important. Est-ce que l'anévrisme était en rapport avec une pathologie qui est thrombogène, ou est-ce qu'il était en rapport, par exemple, avec des syndromes des anticorps antiphospholipides, vous voyez ce que je veux dire, ou avec une autre étiologie. Parce que si l'anévrisme était en rapport avec quelque chose de mécanique, c'est sujet âgé, etc., bon, à la limite, il faut demander l'avis du cardiologue et du chirurgien cardiovasculaire. À quel moment il faut arrêter, c'est pas moi. Moi, ce que je fais en général, et ce qui est dit même par la HAS, par la Haute Autorité de Santé en France, par le NICE en Angleterre, les post-Covid, on ne les gère pas seuls. Les médecins généralistes sont les premiers qui vont poser les diagnostics,
à partir des symptômes qu'on a discuté hier. Mais après, il faut obligatoirement qu'il y ait des spécialistes, neurologues, cardiologues, etc., en fonction de la pathologie. Et c'est eux qui vont décider. Parce que là, vous êtes dans un cas hyper compliqué. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait une thrombose sur un vaisseau normal, c'est un vaisseau qui est pathologique. Donc là, il faut tenir compte en premier lieu de l'évolution de l'anévrisme, de risque de thrombose, de risque d'autres risques qui sont plus compliqués. Ce que vous avez évoqué en dernier est très important. Parce que le grand problème qu'on a eu, qu'on avait d'ailleurs avant et qu'on a actuellement avec la Covid, c'est cet équilibre qu'on doit avoir entre le risque hémorragique et le risque de laisser une thrombose. Moi, j'ai eu un ami, un gastro-entérologue, il a fait la Covid, il est allé voir un médecin, bon, il a donné des anticoagulants, et un jour, il m'envoie une photo avec un hématome du cou. C'est pas possible, il faut arrêter. Alors, il l'a mis sous AOD. Moi, franchement, je n'ai pas manipulé pendant 2 ans les AOD, je les confie aux personnes qui ont l'habitude de faire ça. Voilà, pour ne pas faire de bêtises. Parce qu'à la limite, moi, je suis comme vous, je suis médecin généraliste, donc je ne connais pas le reste, la cardio, les machins, non, je ne connais pas. Donc, oui. Merci. Les patients Covid qui sont sous traitement anticoagulant, surtout la HPPM, donc qui font des hématomes, ces hématomes-là qui augmentent les dédimères. Oui. Je ne sais pas, donc on ne peut pas surveiller par les dédimères, mais il faut faire attention aux autres facteurs qui peuvent survenir et augmenter les dédimères. Oui. Surtout les hématomes sont anticoagulants. Oui, c'est ce que je viens d'évoquer. C'est quelque chose qui nous a compliqué la vie. Donc il faut faire très attention pour traiter le malade sans entraîner des effets secondaires. Et quand vous avez l'effet secondaire, vous êtes piégé. Il faut mieux passer la main. Moi, c'est ce que je fais. Je fais appel au cardiologue, aux hématos, et ils gèrent au moyen l'hémostase. Parce que ça, il faudrait rentrer dans le truc de l'hémostase, etc. Donc, merci. C'est compliqué à notre niveau, du moins à mon niveau. On est. Je crois que c'est Madame Belge le reste.